All rise, we would be. The International Criminal Court is now in session. La séance Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. We will assoir. Good morning, everyone. Mr. Court Officer, would you kindly call the case? Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. This is the second situation in the Central African Republic, the case of the prosecutor versus Maxim Geoffrey Eli Mokom Gawaka, case reference ICC 0114-0122, and for the record, we are in open session. Thank you very much. Just for the records, I would ask parties and participants just to, if there's any change in the, or just say it again, who is present, just for the records of your team. Mr. Prosecutor. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, bonjour. Notre bureau est représenté exactement par les mêmes personnes qu'hier. À ma gauche, nous avons Léonie Van Braun, Madame Colin Gilg, et derrière, Madame Nera Bandavia, Madame Marie-Jeanne Sardaki, Monsieur Matteo Costi, Monsieur Lucio Garcia et Sandra Scoles. Merci. Thank you very much, sir. Mr. Larochelle, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la juge, Monsieur le juge. Le banc de la défense est représenté par exactement les mêmes personnes. Monsieur Mokom est présent. Je fais une petite correction sur le nom de Madame Divet et non pas Dive, comme je l'ai dit hier. Et 2 personnes se sont ajoutées. Il s'agit de stagiaires, Fanny de Caloué, à ma gauche, et derrière, Baptiste Beurrier. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Common representative of victims. Merci, Monsieur le Président. L'équipe des représentants légaux des victimes, Monsieur le Président, est dans la même composition qu'hier. Il n'y a pas de changement. Thank you very much. The composition of the chamber is unchanged. Now we will then continue with the submissions on the merits of the common legal representative of victims. You are left with 99 minutes overall. So the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Mes collègues de l'équipe des représentants légaux des victimes des autres crimes m'ont chargé de m'adresser à vous le premier pour l'audience et pour la session de ce matin. Et à la suite de mes observations, mon collègue, M. Moussa Dangobo, prendra le relais. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la présente affaire, si on y regarde de près, n'est en réalité qu'une des séquences de la situation que nous connaissons déjà en République centrafricaine. À une différence près, tenant à la dimension géographique et temporelle. Ainsi que l'a rappelé Monsieur le procureur hier, nous sommes à peu près sûrs qu'une simultanéité dans les résultats des enquêtes
aurait permis une jonction avec les procédures déjà en cours. De ce fait, nous aurions pu donc simplement vous relire nos déclarations d'alors, faites devant la Chambre préliminaire 5, mais entre-temps, notre cheminement dans ce long chemin que constitue la procédure nous a plus permis d'être confrontés à la réalité et par conséquent d'en apprendre encore plus sur ce qui s'est passé. De par les termes même de notre mandat, nous, les représentants légaux des victimes, avons été appelés à être en contact physique, immédiat, direct et permanent avec le terrain. Cette position a fini de faire de nous le réceptacle des réactions et autres préoccupations des victimes qui, tout compte fait, occupent une place centrale dans le système de la Cour. Les victimes sont en effet au début, au milieu et à la fin du processus. Sans conteste, elles constituent le réservoir dans lequel toutes les parties prenantes, sans exception, vont puiser pour faire fonctionner leur machine. Sans leur coopération, leur disponibilité, leur déposition et autres déclarations, il est certain que l'ensemble du système connaîtrait, sans aucun doute, des difficultés. Cette place centrale que nos mandats occupent dans le système de la Cour a été consacrée non seulement par les textes fondateurs, mais également par les professions de foi que nous n'avons eu de cesse d'entendre provenant des voix les plus autorisées. Lors de la commémoration du 25e anniversaire de l'adoption du statut de Rome le 17 juillet dernier, Madame Fernandez de Gourmendi, présidente de l'Assemblée des États parties, affirmait encore ceci, je la cite, « La nécessité pour la Cour de poursuivre le travail afin de parvenir à une Cour qui en vaille la peine, à savoir à une Cour universelle et inclusive, rendant une justice de haute qualité, garantissant la place centrale des victimes. » En ce qui nous concerne, nous avons essentiellement travaillé dans les camps des réfugiés se trouvant au Tchad, où, comme tout le monde le sait, se trouve l'essentiel de ceux qui ont échappé au massacre. Nous avons entendu leur récit et nous avons touché du doigt les atrocités dont elles ont été victimes, par les stigmates et autres éléments documentaires et audiovisuels qu'elles détiennent encore par devers elles. Dans les récits que nous avons entendus, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, le nom de l'accusé a été mentionné à de multiples reprises. Ce
non a été répété ad nauseam. Toutes les victimes pratiquement que nous avons rencontrées l'ont cité parmi les personnes qu'elles considéraient comme étant responsables de ce qui leur était arrivé. Au demeurant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la qualité de commandant en chef des troupes anti-Balaka de l'accusé et de notoriété publique. À ce titre, je voudrais simplement attirer l'attention de tout le monde ici sur les dispositions de l'article 28 du statut de Rome. Je pense que cet article est assez édifiant en ce qui concerne, Monsieur le Président, la responsabilité des commandants en chef. En outre, si nous nous référons à la jurisprudence des juridictions internationales, nous pouvons également noter qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une autorité publique reconnue, mais qu'une simple autorité de fait suffit pour engager la responsabilité lorsqu'il s'agit des commandants en chef des troupes. Sur un autre plan, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il n'y a aucun doute sur les exactions qui ont été perpétrées par les troupes de la Séléka. Les télévisions du monde nous les ont montrées. Tout le monde l'a vu. Mais le problème, je l'ai constaté au fil de ces audiences, plusieurs fois j'ai entendu des voix faire référence au Séléka. Mais ce n'est pas ici le débat. Ce n'est pas ici le débat. Ce dont il s'agit ici, ce sont les crimes commis contre les populations musulmanes de la République centrafricaine. Ce que nous cherchons à savoir, c'est qui sont les personnes qui sont responsables de ces exactions. C'est ça l'objet de notre procédure. J'ai effectué plusieurs missions sur le terrain depuis maintenant 5 ans. Mais je dois avouer qu'en dépit de mon acharnement et de mes multiples démarches, j'ai encore beaucoup de mal à cerner tous les contours. Je ne parle pas des raisons, mais les contours des personnes qui étaient visées par les exactions que nous avons connues en République centrafricaine pendant la période qui nous concerne. Eu égard à la confusion et aux contradictions dans les termes et explications, je puis vous assurer qu'il m'est encore aujourd'hui difficile de faire la part des choses. La seule constante que nous pouvons retenir et qui procède d'un constat est que les traits communs des victimes que nous avons rencontrées au Tchad, c'est leur appartenance à la religion musulmane. Cette confusion des genres a entraîné le massacre de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la base d'apparences physiques et vestimentaires, alors qu'il est évident que la foi quand même est quelque chose de fondamentalement intrinsèque. Des personnes
qui ont eu la malchance de s'habiller comme des musulmans ont été proprement sacrifiés. Je peux citer ici l'exemple d'un jeune Sénégalais dont les parents vivent en République centrafricaine, ou en tout cas vivaient en République centrafricaine à l'époque. Et lorsque les événements ont éclaté, il a entrepris le voyage pour aller s'enquérir de la situation de ses parents. Mais nous avons été atterrés d'apprendre qu'il a été tué en pleine rue, parce que tout simplement habillé en boubou, donc en tenue musulmane. Ce garçon de 18 ou 19 ans a fait les frais de cette furie, Monsieur le Président. Lors des témoignages que nous avons entendus, nous avons également appris que certaines personnes ont échappé à la mort en se déguisant et en mettant leur burqa de côté pour s'habiller en robe, pour échapper à la mort. Cela est une véritable catastrophe. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous avons entendu l'accusé, dans sa déclaration d'hier, donner les raisons qui ont présidé à la création des troupes anti-Balaka. Il les a qualifiées de troupes d'autodéfense. Et il a considéré que leurs actes relevaient de la légitime défense. C'est vrai, Monsieur le Président, à l'origine, les troupes anti-Balaka avaient une connotation traditionnelle. Mais la réalité est que par la suite, et cela personne ne peut le nier, elles ont finalement été détournées, manipulées et guidées par des politiciens uniquement pour combattre un homme, pour combattre un régime, le faire tomber et en installer un autre. Les éléments que nous avons vus ici, Monsieur le Président, en attestent largement. Si nous nous référons à la notion juridique de légitime défense, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, les justifications que l'accusé nous a données à la base de sa démarche dans sa déclaration d'hier ne sauraient prospérer. Nous le savons tous, nous sommes entre juristes. Dans la légitime défense, Monsieur le Président, il faut qu'il y ait une simultanéité entre l'acte et la riposte. Mais si l'acte est postérieur, nous ne sommes plus dans le cadre de la légitime défense. Nous sommes plutôt dans la vengeance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai attentivement écouté la déclaration de l'accusé hier, mais elle conforte cette idée. Ce qui s'est passé, ce sont des actes de représailles. Il fallait absolument se venger des actes qui ont été commis par les troupes de la Sénéca. Et cette furie, insidieusement, et comme dans la fable, le terme Sénéca s'est mué en terme musulman. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère, comme le dit la fable. C'est exactement ce à quoi on a assisté. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la destruction d'un lieu de culte, en l'occurrence une mosquée, ne saurait en aucun cas être considérée comme un acte de légitime défense.
Il en est de même pour le fait de projeter un fumigène dans un domicile pour en faire sortir les occupants et ainsi les tuer en n'épargnant même pas les enfants. Cela ne saurait relever d'une quelconque légitime défense. C'est un acte délibéré et de représailles. C'est cela, en tout cas, moi personnellement, que la déclaration d'hier m'a inspiré. Nous avons également vu une vidéo, Monsieur le Président, nous l'avons tous vu ensemble, que cette personne qui disait « il faut absolument que le président qu'il y a à la tête du pays démissionne, sinon ça va être le massacre ». Et c'est effectivement cela qui s'est passé. Il y a eu le massacre. Nous pouvons en attester parce que nous sommes régulièrement sur le terrain. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le fait de dire que je n'étais pas sur les lieux me semble également être un élément qui ne saurait être retenu. Nous sommes à l'ère de l'explosion des moyens de communication. De nos jours, il est parfaitement possible de mener des troupes parce que nous sommes dans un monde virtuel. Et les relevés téléphoniques que Madame le procureur nous a montrés hier le prouvent aisément. On n'a pas besoin d'être sur le terrain pour mener les troupes. Il me semble également, Monsieur le Président, je pense l'avoir entendu, que je n'étais pas seul, il y avait d'autres. Mais nous sommes en matière de responsabilité pénale. La responsabilité pénale est quelque chose d'individuel. Ça ne me semble pas être quand même un bon moyen de défense que de dire je n'étais pas seul. Monsieur le Président, ce qui s'est passé en République centrafricaine est quelque chose d'inacceptable. Personne ne peut expliquer les raisons pour lesquelles toutes ces personnes, la plupart innocentes, ont été sacrifiées. Je ne saurais ici passer sans rappeler le mot de Madame Marie-Hélène Proulx, Madame la présidente de la BCPI, à l'occasion de l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2023. Je la cite également. Les représentants légaux des victimes sont minés par les attentes et les souffrances de leurs clients. Ils portent leurs espoirs d'un avenir meilleur. C'est une charge lourde de signification et de conséquences. Et leur mandat est à la fois un cri dans le traumatisme réel des victimes et dans le concept universel d'humanité. Judicieux raisonnement que celui-là. J'ai passé des journées entières à lire et à relire ce texte, tellement il traduit de manière si profonde et si adéquate la situation réelle qu'est la nôtre depuis maintenant plusieurs années. Situation qui est faite de pleurs, de lamentations, de réunions téléphoniques non seulement multiples, mais aussi surtout interminables, sans compter les appels intempestifs tout aussi nombreux. Par respect pour le mandat qui nous lie à la Cour, nous avons eu la force de supporter tout cela.
mais c'est surtout en nous appuyant sur le concept universel d'humanité, comme disait Madame Proulx, que nous avons pu supporter toutes ces épreuves. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je vais devoir m'arrêter ici pour les raisons suivantes. La première, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, c'est que nous avons bien retenu vos observations en début d'audience. Vous avez attiré notre attention sur le fait qu'il fallait absolument éviter les observations répétitives. Nous ne voulons pas tomber dans ce travers. La deuxième raison, Monsieur le Président, tient aux limites que l'article 68.3 nous fixe, nous, les représentants légaux. Il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Et enfin, la troisième raison, c'est parce que, comme nous l'entendons tout le temps, Monsieur le Président, nous ne sommes que des participants. Il nous est formellement interdit de jouer les procureurs bis. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là, Monsieur le Président, pour faire entendre la voix des victimes dans sa dimension de vue et préoccupation. Monsieur le Président, je souhaiterais terminer sur cette note. Ce qui s'est passé en République centrafricaine ne devait jamais plus se reproduire, ni là-bas, ni ailleurs, ni où que ce soit dans le monde. Personne n'a le droit de faire ce qui s'est passé. Pour la simple raison, et comme le disait le poète français Victor Hugo dans son recueil Actes et Paroles, l'inviolabilité de la vie humaine est le droit des droits. On ne peut pas se permettre de liquider des êtres humains dans le seul but d'accéder à un pouvoir. C'est inadmissible. Monsieur le Président, en nous fondant en tout cas sur ce que nous avons vécu sur le terrain, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, nous pensons très sincèrement, Monsieur le Président, qu'il y a des motifs substantiels de croire que les crimes qui ont été retenus dans le document contenant les charges ont parfaitement bien été commis. Et nous pensons également profondément, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, qu'il y a des motifs substantiels de croire que l'accusé a parfaitement mis sa responsabilité en cause. Je vous remercie infiniment de votre attention. Thank you very much, sir. I understand that your colleague will take the floor now. Is that right? C'est exactement cela, Monsieur le Président. Thank you very much. Then the floor is still with the common legal representative of victims. Thank you. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le juge. Bonjour, Monsieur le juge. Bonjour à l'auditoire. Bonjour aux invités qui sont venus de loin
nous écouter et ceux qui sont à Bangui, en Centrafrique, d'une manière générale, nous écoutent attentivement. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, la date du 5 décembre 2013 est une date fatale. La capitale Bangui était prise d'assaut par une partie de l'armée et des anti-Balaka visant à renverser le pouvoir de la Séléka. Ils ont échoué à rétablir l'ordre constitutionnel, entre guillemets. Les représailles de la Séléka furent évidemment sanglantes. La vengeance des anti-Balaka se dirige alors vers les quartiers à majorité musulmane et ces derniers deviennent très vite la cible principale. Dans la journée du 5 décembre, la Croix-Rouge a enregistré des centaines de victimes civiles qui sont morts. Trop de morts, trop de déplacés, trop de condamnés à un exil forcé. À l'époque, le chef du Haut Commissariat pour les réfugiés, Antonio Guterres, formule ainsi cette tragédie, je le cite, un nettoyage ethnico-religieux. 24 février 2014. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, Monsieur Mekom, ici présent, est un officier de la police nationale centrafricaine, chargé de renseignements, formé en Libye, coordonnateur général des anti-Balaka. Il déclarait hier devant la chambre préliminaire que les anti-Balaka sont des patriotes, mais pas pour les victimes. Néanmoins, ce mot a été galvaudé. Un accord minimum sur la définition des anti-Balaka s'impose à nous. En attendant, voici la typologie des anti-Balaka, écrite par un historien connaissant bien la République centrafricaine, un historien français. En effet, je le cite, anti-Balaka devient vite un mot fourre-tout pour désigner la nébuleuse des adversaires du régime. Le clan Bozizé et ses faucons revanchards, les militaires évaporés dans la nature à l'arrivée de la Séléka et qui rêvent d'en découdre, et toute une myriade de jeunes désœuvrés, violents et instables, coupeurs de route ou membres de groupes d'autodéfense. Un objectif les réunit: faire la chasse aux musulmans, en débarrasser le pays par le fer et le feu. Jean-Pierre Tchukwa, dans son livre Ubangui Chari, le pays qui n'existait pas, la découverte, 2021, page 241-42. Je n'ai pas vu de meilleure définition que ça, Monsieur le Président. Moi qui suis centrafricain, ayant vécu bien qu'à Paris, ayant vécu directement ou indirectement, ayant été touché directement ou indirectement par la question. L'accusation a présenté de manière précise et circonstanciée les acteurs anti-Balaka et plusieurs témoignages ayant permis de connaître leurs ressentis. Il en résulte que les anti-Balaka savent très bien
qu'ils sont en train de tuer les gens puisqu'ils y passent leur journée. Ces anti-Balaka, leurs coordonnateurs, ici présents, sont des hommes ordinaires, comme nous. Ils ont eu, à plusieurs reprises, l'occasion de s'abstenir de tuer, mais ne l'ont pas fait. Ils ont, dans leur immense majorité, préféré obéir, faisant en quelques semaines de nombreuses victimes, assassinées sur le champ ou déplacées vers l'enclave du PK5 ou à l'étranger. Analysant les témoignages devant cette cour, il en ressort l'ordinaire aptitude de l'homme à une extraordinaire inhumanité, comme le dit Browning. M. Mokom et ceux qui vont prêter leur concours à la mise à mort de leurs semblables sont des hommes ordinaires. Leur journée est consacrée à préparer les armes, les fosses, à gérer le corps, à s'entraîner, etc. Des victimes nous ont raconté l'ordinaire de la mise à mort. À quoi pense un anti-Balaka quand il tue? Il pense à lui, à ceux qu'on va abattre. Il pense comment ne pas trop se salir, à la condition de travail, l'odeur, le sang. Pour analyser leur politique criminelle présumée de ciblage de la population musulmane, entre guillemets, je cite un mot de la Cour, qui comprenait la commission de meurtre, il y a 4 éléments fondamentaux de la théorie de la personnalité criminelle, selon l'optique de Jean Pinatel, qui s'impose à nous également. Jean Pinatel dit que quelqu'un qui a une personnalité criminelle se caractérise par l'égocentrisme, la labilité, l'agressivité et l'indifférence affective. Nous ajouterons une notion chère à Browning, la disponibilité. L'indifférence affective au sort de l'autre, de ce musulman. C'est un état d'insensibilité, d'inexpressivité émotionnelle. Il s'agit d'une froideur affective. Quant à la disponibilité, le suspect n'était pas soumis à l'autorité. Il est le chef. En tant que coordonnateur des anti-Balaka, il tuait ou donne l'ordre de tuer quand il le voulait. La victime n'est pas l'objet principal du tueur. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Le quotidien d'un chef anti-Balaka, ce sont ses collègues, les chefs. Comment se faire entendre et plaire? La victime ne compte absolument pas. Mais les tueurs savent ce qu'ils font est mal. L'antériorité idéologique ici ne joue pas. Ce n'est pas un objet central pour l'anti-Balaka. Il fallait réfléchir chaque jour pour améliorer la productivité de travail ou enterrer le corps.
Y a-t-il possibilité d'enterrer le corps sur place ou les faire monter dans une camionnette ou pousse-pousse pour aller enterrer dans la fosse commune? Ça, c'est le témoignage d'une victime qui faisait semblant d'être mort, qui écoutait tout ce qui se passait. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le document de confirmation des charges a rappelé la gravité des crimes commis, car il y a des crimes de masse perpétrés par un certain nombre d'individus dans une situation totalement déséquilibrée avec ceux qui possèdent des armes contre ceux qui ne l'ont pas et qu'on va abattre à la chaîne. Des centaines, voire des milliers d'individus. En utilisant des outils locaux pour la mise à mort, machettes, coutelas, couteaux, armes de chasse ou de guerre, etc. L'épouvantable ne concerne pas seulement le sort réservé aux victimes, mais bien les conditions de vie, à savoir les conditions de travail qui deviennent de plus en plus dures, de plus en plus pénibles, de plus en plus fatigantes, que ce soit tuer des gens au quotidien, que ce soit de gérer les corps, que ce soit la senteur, l'odeur, les cris, qui deviennent intolérables et qui est précisément ce dont parlent les auteurs de ces crimes. En réalité, l'impact des crimes et le préjudice causé aux victimes et à leurs familles sont d'une exceptionnelle gravité. En pareil cas, il convient de rappeler la position de la Chambre préliminaire qui s'est alignée sur la jurisprudence des tribunaux ad hoc, à savoir que, je cite, « La gravité requiert de prendre en compte toutes les données factuelles, et notamment la nature de l'acte ou de l'omission, le contexte dans lequel il s'inscrit, la situation personnelle de la victime, ainsi que les effets physiques, mentaux et moraux de l'acte sur la victime. » TPI Y, Chambre de jugement, Valicevic, 2002, publié en 2002. Autrement dit, il ressort de cette jurisprudence que l'approche qualitative de la gravité concrète correspond aux circonstances liées à la commission de crimes. Voir le commentaire d'un éminent juriste qui était ici, maintenant est parti au Kosovo, qui a fait le commentaire de l'article 53 du statut de Rome, M. Bitti, Gilbert. Ces crimes graves ne doivent pas rester impunis. Et l'impunité, Monsieur le Président, Madame le juge, l'impunité est un élément de la réconciliation en Centrafrique et une occasion pour les victimes de faire leur deuil. Monsieur le Président, Madame le juge, Madame et Messieurs les juges, les préoccupations des victimes, si les charges sont retenues, sont les suivantes. Ils demandent un délai raisonnable, une juste indemnisation du préjudice subi, car la situation sécuritaire aujourd'hui en République centrafricaine est évidemment génératrice de difficultés pour les victimes, tant dans leur quotidien, elles ne peuvent pas se projeter pour l'éventuelle réparation. Avec des tensions perceptibles dans le contexte actuel de la présence de mercenaires de la société Wagner et la présence tous azimuts des rebelles dans leur pays,
quel pourrait être le sort des victimes en cas de reprise des hostilités et des massacres. À cet égard, elles ont largement interrogé le représentant légal sur les mesures qui seraient prises pour éviter les destructions et pillages de ce qui leur reste comme bien ou dignité. Tout à l'heure, le confrère a cité les personnes morales, les mosquées. Sur 436 mosquées recensées en République centrafricaine par le Conseil islamique et l'ambassade des États-Unis à l'ONU, 417 ont été détruites. Quel est le sort des biens, notamment en diamants, or, véhicules, etc., des collecteurs, des diamantaires centrafricains musulmans? Quel est le sort de tous ces biens spoliés, volés, appropriés? Les collecteurs de Carnot, je cite, M. Abopanga est mort de crise cardiaque. C'est le plus riche de tous les collecteurs de diamants. Et Berberati, j'en passe. Où sont passés l'or des commerçants de Yaloké? C'est donc au bénéfice de ces observations, ces arguments, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, la Cour pénale internationale est un outil pédagogique important dont les juges font usage pour faire changer les préjugés et les attitudes des gens qui interagissent ou qui ont la responsabilité de protéger les citoyens. La Cour peut aussi être un outil de prévention, pouvant éviter des situations qui causeraient une détresse émotionnelle considérable et traumatique. Les victimes de Centrafrique, Bossangwa, Gobere, Njo, Bossamtele, Boali, Yaloké, Carnot et Berberati, sans oublier Bangui, Mbaiki, Boda, nous écoutent, nous voient, nous entendent. Grâce aux réseaux sociaux ou grâce à la télé, ils ont les moyens de nous suivre par tous les moyens. Et c'est très suivi, Monsieur le Président. Les victimes qui se sont réfugiées au Cameroun, à Garouamboulaye, Gado, Bertois, Yaoundé, Douala, nous suivent attentivement. Les victimes du Tchad, N'Djamena, Gorée, Dossé, Doba, Mundou, etc., la Cour ne vous a pas oublié. Elle vous sortira de ce huis clos auquel on vous a assigné. Quant aux habitants de Pika 5, aujourd'hui, ils ont une relative paix, mais n'oublions pas qu'ils ont subi 58 attaques recensées. C'est sur ça, Monsieur le Président, je termine mon intervention et je vous remercie. Et surtout, je remercie les victimes qui ont pris leur temps de nous suivre, qui n'ont pas le moyen d'être ici pour assister à cette audience. Merci. Thank you very much, sir. Do we have other speakers? Yes, madam, the floor is yours then. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, j'interviens encore une fois de plus. C'est Maître Douzima Maridit, avocat au barreau de Centrafrique. J'interviens cette fois-ci pour expliquer un peu le ressenti des victimes, les préjudices subis à la suite de ce qui leur est arrivé. Monsieur le Président, de coutume,
les criminels, lorsqu'ils agissent, comme souvent on l'a entendu, prétendent défendre les autres contre des agresseurs. Cependant, ces mêmes criminels persécutent encore les personnes qu'ils sont censés défendre. Or, ils profitent d'une situation donnée pour mettre en exergue leur agenda caché. Pour ce faire, leur premier outil, c'est la manipulation. Je vais donner un exemple. C'est que depuis son indépendance en 1960, les musulmans et les chrétiens ont toujours vécu en harmonie dans ce pays. Il y a même des mariages interconfessionnels. Mais parce que il y a eu un changement à la tête du pays et que le président se trouvait être un musulman et les Séléka composés en majorité des musulmans, on a essayé de faire comprendre à ces combattants de Anti-Balaka que leur ennemi, ce sont les Séléka. Des ONG internationales ont épousé cette thèse, dont Human Rights Watch, qui après, au cours de l'année 2014, a écrit pour dire le conflit en Centrafrique, le conflit qui a débuté en 2013, n'est pas un conflit entre musulmans et chrétiens. Ensuite, la violence constitue le raccourci à cette fin, sans songer aux conséquences néfastes, indélébiles pour les victimes. Ces criminels, lorsqu'ils sont inquiétés, ils se transforment en victimes. Ils deviennent des agneaux. Ils se justifient. Mais comme mes confrères l'ont dit tout à l'heure, ils s'enfoncent davantage en tentant de se justifier. Ils rejettent tout en bloc. Ils refusent de se repentir. Monsieur le Président, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. En effet, pour quel intérêt de nombreuses personnes vont se lever pour aller se plaindre d'avoir été victimes de tel ou tel crime et demander justice. Ces victimes ne se connaissent pas, Monsieur le Président. Les formulaires de participation sont individuels. Comment une victime de Bangui peut décrire les mêmes faits qu'une victime de Boussangwa? Les événements de décembre 2013 se sont déroulés presque au même moment à Bangui qu'à Boussangwa. Or, les récits, surtout concernant le mode opérationnel, sont semblables d'une victime à une autre. Il y a eu beaucoup de privations de liberté. Pour cela, je vais citer des victimes qui ont dit à peu près la même chose. Les victimes A, 71 087 /22, A, 70 966 /22, A, 71 090 /22, A, 70 967 /22 et A, 71 100 /22. Madam, kindly slow down.
Merci, Monsieur le Président, je m'en excuse. Le fait de procéder à l'enlèvement de leurs parents, de les transférer à l'école Yamwara en ce qui concerne ceux de Bangui, le fait de procéder à l'enlèvement de leurs parents et de les transférer à l'école Liberté et qu'ils soient disparus jusqu'à ce jour après 9 ans. Bien, Monsieur le Président, il s'agit bel et bien de privation de liberté qui est punie par le statut de Rome. Concernant les conditions de vie actuelles, Monsieur le Président, je vais insister sur les conséquences néfastes du viol, parce qu'il s'agit de viol collectif dans la plupart des cas. Premièrement, il s'agit de problèmes de santé, en particulier gynécologiques, chez les femmes et les filles après leur viol collectif. Beaucoup d'entre elles ont parlé de dépression, de cauchemar, de stress, d'angoisse. Monsieur le Président, en Afrique en général et en Centrafrique en particulier, le viol est un sujet tabou. Et lorsque vous êtes victime de viol, vous êtes stigmatisé. Vous ne faites plus partie de la communauté. Vous êtes rejeté par votre propre mari. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes violé, vous êtes considéré comme souillé et vous n'êtes plus vous-même. Vous devez reconstituer votre vie. Idem quand vous êtes stigmatisé, vous ne pouvez plus vivre normalement comme les autres. Monsieur le Président, autre conséquence du viol, c'est que vous n'avez plus envie d'avoir des rapports sexuels avec un homme. Concernant le meurtre, en Afrique en général et en Centrafrique en particulier, une seule personne peut avoir à sa charge plus d'une dizaine de personnes. Or, des victimes indirectes ont laissé entendre que la personne qui a été tuée est le pilier de la famille. Du coup, les enfants ne vont plus à l'école. Du coup, la famille ne peut plus se restaurer, avoir à manger tous les jours. La famille est réduite à la pauvreté, voire à la mendicité. Concernant les conséquences du pillage, de la destruction de biens, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, comment faire lorsque
vous êtes obligés, à cause des conflits, à cause de la guerre, de fuir votre quartier, de fuir votre maison, au moment de l'accalmie, vous revenez chez vous. Vous n'avez plus de maison parce que ça a été détruit. Ou alors, votre maison existe, mais ce n'est plus à vous parce que cette maison est occupée par ceux qui vous ont fait du mal. Comment faire? Comment reprendre la vie normale? Monsieur le Président, voilà autant de conséquences de ce qui est arrivé à ces victimes qui demandent que justice leur soit rendue. Monsieur le Président, nous avons évité le génocide parce que finalement, les Centrafricains ont compris ce qu'il y a derrière cette manipulation, ce qu'il y a derrière ce conflit. Il y a eu dislocation des familles. Il y a des familles qui ont été obligées de louer des maisons et qu'ils n'arrivent pas à payer. Beaucoup d'entre eux ont été expulsés. Elles sont devenues vulnérables. Aujourd'hui, les victimes veulent connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, ça sera, lorsque les victimes vont connaître la vérité, ça sera un début de réparation, début de solution. Ces victimes seront réconfortées. Elles pourront revivre, faire leur deuil et avoir tout de même une consolation. Sur ce, je vous remercie. Thank you very much, Madam. Floor is for next representative of the Common Legal Representative of Victims. Go ahead, man. Go ahead. Je commence. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le juge. Bonjour, Monsieur le juge. Maître Rabé Sandratana. Pour terminer nos propos d'aujourd'hui sur le fond, je vais vous parler d'une charge dont on a déjà parlé, mais vous faire essayer... Excuse me, Madam, hold on a second because we have a problem with interpretation. All right, would you kindly start all over again so we can get interpretation? There was a technical issue. Thank you very much, Madam. Bien. Pour terminer nos propos d'aujourd'hui sur le fond, je voudrais vous parler d'une charge qui a déjà été abordée, mais que l'on peut approfondir du point de vue des victimes, parce qu'il y a énormément de choses à transmettre
à faire comprendre aussi à l'opinion publique. Donc je voudrais aborder le thème de la déportation et du transfert forcé des populations civiles. Et pour ce faire, j'illustrerai ceci par la situation des victimes dans les camps, ces déplacements forcés, ces transferts de population, et je vais partir de la situation des victimes réfugiées dans les camps du Tchad. Ces victimes, elles viennent de Bangui, de Bossangoa, de Berberati, comme on vous l'a expliqué, de Mbeki, de la Lobaye, de Yaloké, de Carnot, et de toute une kyrielle de petits villages de la brousse. Pour la très grande majorité, comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit de femmes et d'enfants. Les époux, parents, frères ont été tués. De nationalité centrafricaine, la plupart nés en Centrafrique. Et avant leur expulsion, ils représentaient la deuxième génération, voire la troisième génération de personnes d'origine tchadienne. Ces victimes se sentent profondément centrafricaines. Mais aux yeux des anti-Balaka, leur appartenance religieuse fait d'elles des personnes étrangères et des ennemis. Cette fameuse manipulation dont on vient de vous entretenir. En 2014, le rapport de la commission interministérielle chargée du recensement de ces personnes, mise en place par le gouvernement du Tchad de l'époque, indiquait qu'au mois de juin 2014, donc entre 5 décembre 2013 et juin 2014, 10 000 victimes, 10 000 résidaient dans les sites de confinement créés le long de la frontière en urgence. Dans la région du Moyen-Chari, le site de Sido, le site de Doyaba, avec des enfants non accompagnés, c'est le terme administratif, des enfants sans famille, orphelins. 337 étaient recensés en juin 2014. Dans la région de la Logogne en Logogne orientale, le site de Gorée, le site de Doba, 671 enfants non accompagnés étaient enregistrés. Le site de Mbitoy, en Logogne occidentale, le site de Moundou. Moundou, c'est un site de transit des gens passés par le Cameroun, autre pays frontalier commun à la République centrafricaine et au Tchad. Sans oublier N'Djamena, la capitale. Ces personnes, c'était des commerçants, des collecteurs, des artisans, des éleveurs de bétail. C'étaient des gens qui faisaient vivre l'économie de la Centrafrique. Certaines femmes avaient un statut social, elles avaient une autonomie financière,
parce qu'elles étaient commerçantes elles-mêmes, ou elles étaient femmes ménagères, avec à la maison une certaine jouissance, une certaine aisance. Et d'autres avaient des petits commerces alimentaires, des petits travaux. Mais en plus d'avoir perdu leur famille par tout ce que l'on vient de vous expliquer à la suite de ces meurtres et de ces massacres, aujourd'hui, elles sont privées de toute existence sociale. Elles ont perdu leur dignité. Elles demeurent dans des camps, vivant dans des zones excentrées, dans des conditions déplorables, sans soins, sans école pour les enfants, ou s'il en existe, c'est sous une certaine précarité, parce que financé par des aides extérieures, humanitaires. Mais vous connaissez ces programmes, ils ont tous une fin. Donc, par-ci, par-là, il va y avoir une école élémentaire ou une autre école, et la plupart du temps, il n'y a pas d'école du tout. Sans soins, sans école, sans argent, survivantes grâce à l'aide humanitaire. Ces femmes sont doublement victimes. Elles se retrouvent, comme on vient de vous l'expliquer, à devoir élever les enfants orphelins de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents, cousins, cousines. Elles sont elles-mêmes particulièrement vulnérables, surtout, comme l'on vient de vous le dire, lorsqu'elles ont subi des violences sexuelles. Donc, pour ces femmes, pour ces veuves, oui, c'est la double peine. Il leur faut un courage extraordinaire. Cette situation des victimes que je vous décris pour les camps du Tchad n'est pas une situation isolée. Elle concerne des milliers de Centrafricains confinés dans les quartiers musulmans, dans les enclaves. Ce qui, bien sûr, m'amène à aborder rapidement la question des préjudices subis par l'ensemble des victimes. Elles sont condamnées à survivre dans des conditions déplorables, favorisant la propagation des maladies, sans argent pour bénéficier de soins. Elles ont subi et souffrent toujours de dommages physiques, de dommages moraux. Les dommages physiques, on vient de vous les énumérer: manque d'eau, de nourriture, soins médicaux, atteinte à leur intégrité physique. Il y a déjà beaucoup de décès dans ces camps. Les dommages moraux, parce qu'elles ont été témoins des massacres, des attaques, d'où des cauchemars, des traumatismes psychologiques, des humiliations et la stigmatisation. Et dommages matériels. Les foyers ont été détruits et abandonnés. Elles n'ont plus de moyens de subsistance et plus de ressources. Elles n'estiment plus la valeur de leur propre vie. Ces préjudices n'ont pas encore été traités. Mais il n'est jamais trop tard
pour les traiter, surtout les traumatismes psychologiques. C'est important, ils sont en exil, coupés de leurs racines centrafricaines, n'ayant pas d'endroit pour transplanter leurs racines. Et même ceux qui ont cette possibilité, cette transplantation demeure fragile. Comment s'approprier une terre que l'on vous a forcé à adopter? On a coupé vos racines et replanté par la force dans une autre terre. Tout cela sur fond de guerre et de violence. Ces gens, ces victimes, deviennent acculturés. Ce qui est difficile, voire impossible à assumer pour les générations futures. Le message ici, c'est de vous dire que c'est important que ces adultes, que ces victimes, quel que soit leur âge, puissent être apaisés en déposant leurs émotions, en racontant leur histoire, l'histoire de la famille, sur un mode transformé, sur un mode transmissible, sur un mode qui écarte les sentiments de vengeance, de violence, d'injustice. Voilà. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans ce pays, la République centrafricaine, qui, lors de sa création et ultérieurement, prônait la fierté de la diversité ethnique, culturelle et religieuse de son peuple. Et rappelait, lors des fêtes nationales notamment, l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix. Voilà, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs dans la salle et ceux qui nous écoutent, voilà, aujourd'hui, où nous en sommes encore, en 2023. Voilà le sort de ces populations civiles déplacées qui n'aspirent qu'à une chose, toute simple, un peu de bien-être, mieux vivre, avoir un quotidien apaisé et être en paix. Je vous remercie. Thank you very much, Madam. You're done? Okay, thank you very much. Okay, then the submissions on the merits of the common legal representative of victims are finished. Small clarification. The first speaker on behalf of the victims, Maître Fall, referred in the French transcript to Article 28. Then this was reported as Article 22 in the English transcript. This will be aligned, but also referred to responsibility of the Commander-in-Chief. This is just to clarify that in the document containing the charge, it is not alleged that Mr. Mokum was the Commander-in-Chief, and there is no charge under the mode of liability of Article 28. This is, of course, without prejudice to any decision that the Chamber may take eventually, but this is just to clarify that it is not alleged in the DCC, none of the two, neither Article 28 nor that Mr. Mokum was the Commander-in-Chief of the anti-Balaka, as you have said. This is just for the records.
Your Honor, I realize it's my turn. With your leave, could we take the half-hour break now so I could shuffle my papers around and be ready to start at 11:20 and to go until the lunch break? With your leave. Yes, absolutely. We do this. We will reconvene in 10 minutes at 11:25. Thank you very much. Much grateful, Your Honor. All rise. We will obey.